Hello les amis, nous sommes le mardi 25 août 2020 et on continue d'inviter sur les plateaux télé, radio, Karine Lacombe, l'histoire d'un virus moins transmissible ou moins grave est totalement construite. Ça c'est extraordinaire, elle ne donne pas les résultats de ses essais sur le plasma alors qu'on l'a vu hier en Italie c'est un succès et que Donald Trump l'a ordonné aux USA. Elle ne lit pas les études faites par des médecins, des épidémiologistes, des infectiologues qui expliquent pourquoi le virus SARS-CoV-1 devient moins virulent. C'est un truc de fou, mais c'est comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi on continue à inviter des scientifiques qui, on le sait, sont payés par Big Pharma. Et souvent, derrière Big Pharma se cache Bill Gates. Et donc, ça sort dans la presse, là, avec quelque chose d'assez... Une enquête du Columbia Journalism Review, c'est quelque chose... la voix du journalisme, c'est des journalistes indépendants. L'article, il est très long, je vous le mets dans le descriptif de l'émission. Il est évidemment en anglais, vous l'ouvrez dans Chrome et vous demandez de traduire en français, vous l'aurez en français. Alors en gros, l'article, qu'est-ce qu'il dit? Alors que les philanthropes comblent de plus en plus les déficits de financement dans les agences de presse, un rôle qui est presque certain de s'étendre dans le ralentissement des médias suite à la pandémie de coronavirus. Une préoccupation sous-examinée est de savoir comment cela affectera la manière dont les salles de rédaction rapportent leurs bienfaiteurs. Nulle part, cette préoccupation n'est plus importante qu'avec la fondation Bill et Melinda Gates, l'un des principaux donateurs des rédactions, et un sujet fréquent de couverture médiatique favorable. Je rappelle en même temps quelque chose de très important. On ne gagne pas de l'argent en vendant un journal. C'est pas en achetant votre journal chez votre marchand de journaux qui gagne de l'argent. C'est grâce aux publicités. Ce n'est pas en regardant des émissions télé qu'elles gagnent de l'argent, c'est grâce aux publicités. On l'a vu avec Mediapart, il y a même une société de notation qui s'appelle NewsGuard, qui est américaine et qui donne des notes. Plus cette note est élevée, plus les publicités valent cher. Moins cette note est élevée et moins les publicités valent cher ou presque zéro. Donc François a été noté très bas vu que il aborde des sujets qui ne sont pas politiquement corrects. Donc vous voyez comment on fausse l'information. Mais c'est encore pire avec Gates, puisque lui, le journaliste dit « J'ai récemment examiné près de 20 000 subventions caritatives que la Fondation Gates avait accordées jusqu'à la fin juin, et j'ai trouvé plus de, tenez-vous bien, 250 millions de dollars destinés au journalisme. Les bénéficiaires comprenaient des chaînes comme la BBC, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, Univision, IT Financial Times, l'Atlantique, la Tribune Texas, Gannett, Washington Monthly, Le Monde, et le centre, etc. Et le centre d'enquête Report, organisation caritative affiliée à des organes de presse comme BBC Media, Action et évidemment le New York Times. Elles soutiennent aussi des sociétés de médias telles que Participants, dont le documentaire Writing for Superman soutient le programme de Gates sur les écoles à Chartres, des organisations journalistiques telles que le Pulitzer Center on Crisis Reporting, la National Press Foundation et le International Center for Journalists, et une variété d'autres groupes créant du contenu d'actualité ou travaillant sur le journalisme tels que la Leo Burnett Company, une agence de publicité que Gates a mandatée pour créer un site d'actualité pour promouvoir le succès des groupes d'aide. Dans certains cas, les bénéficiaires disent avoir distribué une partie du financement sous forme de sous-subventions à d'autres organisations journalistiques, ce qui rend difficile de voir le tableau complet du financement de Gates dans tous les États. Enfin, je sais pas si ça vous choque pas, quoi, qu'une fondation, soi-disant philanthropique, est censée aider les pauvres, vacciner les pauvres, se mette à financer des médias partout dans le monde. Et qui, comme par hasard, ces médias disent tous du bien de Bill Gates et tapent tous sur les méchants complotistes qui disent du mal de Bill Gates. Mais oui, mais nous, on touche pas d'argent, donc vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'on en toucherait de Bill Gates qu'on changerait d'avis. D'ailleurs, on le refuserait, son argent. Ça, c'est sûr et certain.
Et je vous rappelle que le gouvernement français a décidé de donner 2 milliards de subventions aux médias suite à la crise du Covid, dont, chiffre assez amusant, 666 millions à la presse écrite. Hein. Ils aiment bien le chiffre 666. Pendant l'épidémie, les médias se sont largement tournés vers Bill Gates en tant qu'expert de la santé publique sur le Covid, même si Gates n'a aucune formation médicale, et on lui demande toujours son avis, et il en a toujours un, toujours évidemment en faveur des vaccins. Hein. PoliticFact et USA Today, qui ont tous deux reçu des fonds de la fondation Gates, ont même utilisé leur plateforme de vérification des faits pour défendre Gates contre les fausses théories du complot et la désinformation, comme l'idée que la fondation a des investissements financiers dans les entreprises développant des vaccins et des thérapies contre le Covid. Bien sûr que oui. Gates a investi des sommes folles dans Moderna, qui est en train de développer un vaccin à ARN. Il faut vraiment arrêter, quoi. Hein. Et en fait, le site web de la fondation et les formulaires fiscaux les plus récents montrent clairement les investissements dans de telles entreprises, y compris Gilead et CureVac. Gilead, encore et toujours Gilead. C'est un truc de fou. Mais c'est nous les complotistes. On apporte des preuves, mais c'est nous les complotistes, quoi. La réponse de la fondation a également ouvert d'autres liens, parce qu'elle a été interrogée. D'abord, ils ont refusé de réponse. Ensuite, ils se sont dit « Ah tiens, ça fait louche de ne pas répondre ». Avec d'autres médias d'information, notamment la participation à des dizaines de conférences, telles que le Festival du journalisme de Pérouse, le Global Editors Network, ou la Conférence mondiale sur le journalisme scientifique. Tiens. Ainsi que de renforcer les capacités grâce au fonds de reporting, Innovation in Development. La portée totale des dons de Gates aux médias d'information reste inconnue, car la fondation ne divulgue publiquement que l'argent octroyé par le biais de subventions caritatives et non par le biais de contrats. En réponse aux questions, Gates n'a divulgué qu'un seul contrat, celui de Vox, mais a décrit comment une partie de cet argent contractuel est dépensée. Production de contenu sponsorisé, parfois financement d'entités à but non lucratif, non médiatique, pour soutenir des efforts tels que des formations de journalistes, des réunions de presse et la participation à des événements. Le journal Le Monde, je vous rappelle, a reçu, lui, plus de 4 millions de dollars en 2 ans. C'est pas rien. On a aussi trouvé que des exemples d'Africa Check. Vous savez, c'est l'organisme en Afrique qui examine les déclarations des médias liées à Gates. Cet ensemble de travaux semble soutenir ou défendre massivement Bill et Melinda Gates, évidemment, qui a dépensé des milliards de dollars pour les efforts de développement en Afrique. Le seul exemple que le journaliste a trouvé est d'Africa Check, qui défie, même à distance, son patron, a été lorsqu'un employé de la fondation a tweeté une statistique incorrecte qu'un enfant meurt du paludisme toutes les 60 secondes. Bill et Melinda Gates, il a dit non, faut que tu corriges, c'est toutes les 108 secondes. Ah oui, d'accord. Africa Check dit avoir reçu 1,5 million de dollars supplémentaires en 2019. Vous savez, c'est comme chez nous, il y a quand vous publiez un contenu qui ne va pas bien, vous avez, attention, source vérifiée par des décodeurs de l'information. Ouais. Ils sont payés par qui, eux? Ça pose un gros problème, hein. Ça pose un gros problème comme YouTube. Ça pose un gros problème parce que YouTube est devenu leader mondial, leader en France des réseaux sociaux. Ils avaient des règles assez permissives, hein, on va dire. Évidemment, il ne fallait pas publier du contenu incitant à la haine, et ainsi de suite, chose que je suis totalement d'accord. Mais ensuite, une fois qu'ils ont devenu leader, ils ont radicalement changé leurs règles. Là, en ce moment, on n'a pas le droit de dire quelque chose contre les vaccins. Donc ça percute. Comment on fait pour devenir dominant et ensuite changer les règles? Moi, j'appelle ça, c'est l'équivalent d'une sorte de secte. Hein. Donc ça, on en discutera devant les tribunaux. Et on termine sur ce sujet avec une image assez sympa. Vous voyez là. Donc c'est un article du Columbia Journalism Review Expose. Et donc Bill Gates qui dit pourquoi a-t-on oublié de payer le Columbia Journalism Review, quoi, hein. Et avec un peu les logos des médias qu'il finance. C'est un gros problème. Donc nos politiques disent toujours que ben non, l'épidémie, la deuxième vague, blabla, porter le masque, tout ça, et de plus en plus de gens commencent évidemment à parler. Tous les jours, un nouveau médecin. Ici, grâce à mon ami Momochi, le virologue allemand Schmidt Shanazit, qui a fait une interview. Je vous mets l'interview pour ceux qui parlent la langue de Goethe dans les liens.
On doit être très prudent avec ce qu'on a dit sur l'hydroxychloroquine. On prétend qu'il y a une innocence de la science, mais il y a des conflits d'intérêts chez presque tous les scientifiques. Presque tous les scientifiques ont des conflits d'intérêts, c'est normal, car nous devons par exemple travailler avec des compagnies pharmaceutiques. Il faut toujours se demander dans ces études sur l'hydroxychloroquine et le remdesivir, quel conflit d'intérêts existe. J'ai vu comme on a très vite construit l'histoire où l'hydroxychloroquine aurait des effets secondaires et le remdesivir était l'espoir. Cela n'est pas la réalité quand on voit les faits. Bien sûr, l'hydroxychloroquine n'est pas un Smarties, mais c'est vrai aussi pour le remdesivir. Mais les médias l'oublient. Je rajouterais que le paracétamol, c'est pas un Smarties non plus, et que le paracétamol, et je le répète, a plus d'effets secondaires que l'hydroxychloroquine. Mais tout ça, on s'en fiche, parce que paracétamol, on peut l'acheter en pharmacie, on a mal à la tête, on prend du paracétamol, on pense que c'est... Non, c'est un médicament dangereux. Les médias ne donnent pas l'impression que le remdesivir a des contre-indications. Nous avons été bluffés par le Lancet où il y a eu carrément des données fausses sur l'hydroxychloroquine, puis rétractées. Qui a cet intérêt de discréditer ce médicament? Pourquoi on ne l'a pas fait pour le remdesivir? On note aussi que dans les pays où il y a de grandes différences dans les études réalisées, par exemple les USA, il y a des données positives sur le remdesivir, là où en Chine, les études sont négatives. Ce conflit peut donc s'y refléter, il faut en tenir compte. Il rappelle que l'hydroxychloroquine est un ancien médicament connu depuis des dizaines d'années, considéré comme un médicament essentiel par l'organisme équivalent de l'UNESCO pour les médicaments. Le remdesivir était développé pour Ebola, mais n'a jamais été très efficace. Le gros avantage de l'hydroxychloroquine est qu'elle est autorisée, on connaît ses effets secondaires, disponible mondialement et peu cher. Le remdesivir n'est pas autorisé en Allemagne et peu disponible encore. Tiens, pas disponible en Allemagne, et l'Europe, au lobby de Big Pharma, a autorisé le remdesivir. Mais justement, qu'est-ce qu'on dit au remdesivir? Une nouvelle étude sur le remdesivir montre le problème de la mauvaise science. Et là aussi, je vous laisse un article complet de Science Warrior que vous pouvez aussi lire. Comme pour les essais cliniques précédents liés au Covid-19, il y a plusieurs signaux d'alarme que nous devons traiter avant d'interpréter les résultats. À noter, le sponsor de l'essai est Gilead Sciences. C'est incroyable, c'est Gilead qui fabrique le remdesivir, qui paye des essais sur le remdesivir. Et tout le monde trouve ça normal. Un important fabricant des remdesivir. De plus, le point final est peu impressionnant. Les chances d'un meilleur état clinique sont assez vagues par rapport à d'autres mesures plus significatives sur le plan clinique telles que la mortalité, l'hospitalisation, la durée des besoins en oxygène. Aucune des conclusions exploratoires des auteurs, les points tels que les délais de récupération, les délais d'amélioration de l'état clinique, étaient significativement différents avec le remdesivir. Mais ce médicament coûtant 3 000 à 4 000 $ selon les pays a été autorisé sans qu'aucun essai vienne dire qu'il a été bon par l'Union européenne. Et pendant ce temps-là, est parue encore une autre étude sur Science Direct, traitement à l'hydroxychloroquine à faible dose et mortalité chez les patients hospitalisés atteints de Covid-19, une étude observationnelle à l'échelle nationale portant sur cette fois 1075 participants, point fort. L'hydroxychloroquine pendant 5 jours a été utilisée en Belgique pour le Covid-19. L'impact de l'hydroxychloroquine sur la mortalité chez 8075 patients atteints de Covid a été évalué. Mortalité plus faible chez les patients traités par hydroxychloroquine par rapport aux soins de soutien. Une mortalité plus faible est indépendante de la durée des symptômes. Là, maintenant, il vous faut combien d'études sur 3 milliards d'humains pour dire que oui, l'hydroxychloroquine marche? Quand finira ce scandale de l'hydroxychloroquine? Quand finira-t-il? Un autre virologue s'exprime. Le verrouillage du Royaume-Uni était une erreur monumentale et ne doit plus se reproduire, dit un scientifique de Boris Johnson. Et là aussi, je vous laisse l'article à lire. C'est Mark Woolhouse a déclaré que le verrouillage était une mesure de panique, mais a admis que c'était à l'époque la seule option. Enfin, il a admis. C'est bien parce qu'il y a un statisticien fou de l'Imperial College de Londres qui est financé par Bill Gates, qui avait dit qu'il y allait avoir je ne sais pas combien de centaines de millions de morts si les pays ne verrouillaient pas. Or, ce statisticien, vous le savez, s'est toujours trompé dans toutes les épidémies précédentes, et on a encore écouté un type qui se trompe tout le temps. Hein. Mais c'est une mesure grossière qui ne tient pas compte des niveaux de risque pour différentes personnes, a déclaré le professeur de l'université d'Édimbourg, ce qui signifie qu'en mars, le pays ne se concentrait sur les écoles, alors que nous aurions dû nous concentrer sur les maisons de retraite. Et bien nous, en France, on s'est tellement concentré sur les maisons de retraite qu'on a interdit par un décret aux patients de rejoindre les hôpitaux, et surtout, on a autorisé l'injection du Rivotril. Le professeur a déclaré que le gouvernement devait désormais se concentrer sur l'augmentation des tests et s'efforcer de libérer la société
en toute sécurité plutôt que de restreindre davantage. Il dit que l'histoire dira plus tard que le verrouillage était une erreur monumentale à l'échelle mondiale. Le remède était pire que la maladie. Et ça, je suis à l'aise pour vous en parler, vu que je le dis depuis le mois de mars, où je vous ai fait une émission au travail, qui n'a pas été comprise. Je comprends qu'il n'a pas été comprise, parce que vous étiez martelé par le virus de la peur, par les médias de la peur. Je ne veux plus jamais voir le verrouillage national. C'était toujours une mesure temporaire qui ne faisait que retarder le stade de l'épidémie et que nous voyons actuellement. Bah, la preuve, la Suède, les pays qui n'ont pas verrouillé, s'en sortent beaucoup mieux. Ça aussi, ça devrait faire réfléchir. Mais est-ce que, franchement, ils sont si idiots de ne pas le comprendre? Je ne pense pas. Mais comment un homme politique qui se vante d'avoir fait les meilleures mesures à la télé, à 20h devant tous les Français, peut dire finalement c'est gouré de A à Z, on aurait dû faire comme la Suède? Difficile. Et il dit une chose forte, nous ne devons absolument jamais retourner à une position où les enfants ne peuvent ni jouer ni aller à l'école. Je pense que le blocage de notre éducation, de notre accès aux soins de santé et d'aspect plus large de notre économie et de notre société se révélera au moins aussi grande que le tort causé par le Covid. Bah oui, franchement, et largement, et on le voit déjà, et on le voit déjà. Et il rajoute, les fermetures des écoles n'est pas une chose épidémiologiquement censée à faire. Les preuves montrent que les enfants transmettent très rarement aux adultes. Il n'y a pas un seul exemple documenté d'un enfant transmettant à un enseignant à l'école. Mais tout au long de cette épidémie, nous avons très mal communiqué le risque réel d'infection aux individus. Bah oui, mais on continue et on va obliger les enfants à porter le masque à la rentrée prochaine, ce qui est une idiotie totale, mais du reste on va attaquer sur leur idiotie, puisque là moi j'ai reçu les recommandations. Donc vous voyez, 1 mètre de distance, pas se serrer les mains, mouchoir en papier, je sais pas quoi. Donc c'est quoi les règles que notre cher gouvernement nous édicte? Avant de quitter la maison, il faut prendre la température. L'arrivée à l'école, les attroupements et les croisements sont limités autant que possible, mais je ne sais pas comment ils vont faire, s'ils savent ce que c'est une école. Tout au long de la journée, port du masque. Non mais franchement, pour les enfants de moins 11 ans, le port du masque n'est pas adapté, mais à partir de 11 ans, c'est obligatoire. Donc les élèves se lavent les mains à minima à l'arrivée dans l'établissement. Ils vont faire une queue énorme pour se laver les mains. Ça va être fantastique. Hein. Donc, j'ai pas un collège avec 1000 enfants. Vous imaginez 1000 enfants aller se laver les mains. Avant chaque repas. Entre, c'est plus la peine. Donc entre 8h et midi, on se lave plus les mains. Après être allé aux toilettes. Ok. Le soir, avant de rentrer chez eux, ou dès l'arrivée à la maison. D'accord. Comment, bon après, on va pas noter comment bien se laver les mains. À la cantine, les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. Ok. Mais alors là, je comprends pas. Pourquoi quand les enfants changent de place dans les salles de classe au collège, au lycée, les tables ne sont pas désinfectées? Je comprends pas. C'est pas possible. Dans les zones qui le nécessitent, les élèves d'une même classe déjeunent ensemble et une distance d'1 mètre est respectée entre les groupes. Wow, 1 mètre. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans une cantine scolaire, mais là, il va falloir donc étaler les repas, on va dire les premiers à 10h30, les derniers à 16h. Après la classe, le nettoyage des sols, des grandes surfaces ainsi que des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves. Non, mais alors là, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi pas entre? Parce qu'on sait, on a tous dit, vous nous avez répété pendant des mois et des mois, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Donc un élève touche sa table, et il y a l'élève suivant qui vient, ensuite il y a l'élève suivant qui vient, ensuite il y a l'élève suivant qui vient, et ainsi de suite pendant toute la journée. Il peut y avoir sur une table 8 élèves différents qui vont toucher la table, ils vont pas s'infecter. Et un seul masque, non. Et les poubelles, pour les déchets biologiques, ils sont où? On les met où, les déchets? Donc là, il y a beaucoup de soucis, donc on va écrire des lettres recommandées au directeur d'école, en leur disant que c'est complètement absurde et bête. Se pose évidemment le financement, donc certaines régions vont déjà financer les masques aux enfants, mais tout le monde s'en fiche de la santé des enfants et de ce qu'ils vont encourir psychologiquement et surtout sanitairement de ce port du masque, parce qu'ils ne veulent rien entendre, c'est la science infuse. Ils ne savent rien, ils n'ont lu aucune étude et ils veulent porter les masques. Faites analyser ce que votre enfant ramène le masque et faites-le analyser dans un labo et vous me direz tout ce que vous y trouverez. À mon avis, au bout d'un moment, il n'y a plus que ça à faire. Hein. Je rappelle qu'on continue à faire peur. Là, c'est Eric qui m'a envoyé un tableau
Donc vous voyez ici, ça va du 10-3 2020 au 19 août 2020. Donc ce que vous voyez, c'est un tableau avec des traits verts. Ces traits verts, c'est le nombre de tests négatifs. Et au bout de ces traits verts, il y a le nombre de tests positifs. Donc ce qui est important, ce que je ne cesse de répéter depuis très longtemps, c'est le ratio. Parce que si vous faites 10 tests et que 8 sont positifs, 8 ça peut paraître peu, mais ça fait 80%. C'est très important, ça veut dire que au niveau de la population, ce virus est propagé. Si vous en faites 100 000 et il n'y en a que 8, bah vous voyez que le ratio est totalement faible et que le virus ne se propage pas. Donc la courbe rouge, bah vous voyez qu'en mars, elle était très très haute, hein. C'était un ratio très très positif. Ensuite, elle a baissé. Maintenant, elle augmente un petit peu, là. Ben oui, mais c'est normal. Bon, c'est les échanges, c'est l'été, c'est les vacances, c'est les jeunes qui s'embrassent. Ouais, voilà. Ce qui compte, c'est le nombre de morts. Et ce qui compte, c'est ce qui rentre en réa. Et pourquoi on y rentre, hein? Parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait une personne qui est en réa, c'est le Covid, hein. Il y a autre chose dans la vie que le Covid. Au niveau des médecins, ça continue. Basset, il y a un groupe de personnes forts qui a intérêt à maintenir cet état d'urgence pour Covid. Et il dit des choses très fortes, hein. Je ne joue pas le jeu des gens terrifiants. En avril, j'ai été le premier à dire que les choses allaient mal, mais il est tout aussi vrai qu'aujourd'hui, il faut dire que la maladie est différente. Celui qui dit qu'il ne faut pas dire ça veut dire qu'il veut faire de la censure. Je suis pour une communication globale. Pourquoi ces choses arrivent-elles? Peut-être qu'il y avait le désir de quelqu'un de dissimuler certaines décisions avec un catastrophisme. Je ne peux pas comprendre. Nous devrions être satisfaits de la situation actuelle. Le verrouillage s'est bien passé pendant un certain temps, mais méfiez-vous des dommages que nous paierons pour les 10 ou 15 prochaines années. Ça, on va y revenir. Il ne transmet pas l'idée que les personnes infectées ne doivent pas être considérées comme malades. On ne peut pas dire que ce qui s'est passé en février, mars et avril, parce qu'à l'époque, il y avait une erreur fondamentale. On n'avait pas la capacité de faire des prélèvements comme aujourd'hui. Qui sait combien de milliers ou de millions de personnes ont été infectées à cette époque? Il est évident qu'il existe une très grande faction qui se réjouit de maintenir l'état d'urgence. Quel sens cela a-t-il d'aller dire chaque soir le nombre de personnes infectées qui ne font qu'insuffler à notre population tant d'anxiété et en dehors de la vision d'un pays qui n'est pas encore sorti du gué? Ce qui n'est pas vrai. Nous sommes l'un des pays qui a le mieux réagi au Covid. Je vous rappelle que c'est un professeur italien. Dire que nous sommes toujours dans une situation d'urgence, simplement parce que d'un point de vue législatif, l'Italie a besoin d'une loi plus rationalisée qui ne vous donne que l'urgence, me semble un peu paradoxal. En regardant nos hôpitaux, nous ne sommes pas dans une situation d'urgence. Les Italiens ont fait un travail extraordinaire, mais ce n'est pas la perception de l'opinion publique mondiale. Malheureusement, dans notre maison, il y a un groupe fort de personnes qui ont intérêt à maintenir cet état d'urgence. Il est évident qu'une très grande fraction est heureuse de maintenir cet état d'urgence. Et je vous rappelle que l'Espagne renvoie 2000 militaires à l'aide. Je vous rappelle qu'en France, en ce moment, je ne sais pas si vous lisez la presse, mais il y a de plus en plus de faits de violence assez graves, gratuites, méchantes, où des jeunes ou des personnes sont agressées, tuées, et devant les juges, il n'y a même pas de mise en examen. Je ne sais pas ce qui se passe. Et en plus, quand on voit, par exemple, ça, c'est à se déconcerter. Pendant que de véritables émeutes se déroulaient dans le reste de la ville, des images tournées à Paris en France montrent la police anti-émeute prenant d'assaut un bar où des gens étaient réunis pour regarder la finale du match de foot, et frappant les gens à coups de matraque parce qu'elles n'avaient pas pris de distanciation physique. L'incident s'est produit pendant la finale, blabla. Une douzaine de flics anti-émeute entièrement équipés ont fait une descente dans le bar et ont fait violemment sortir les gens des locaux. C'est un article d'Anguille sous roche qui est documenté avec des vidéos. Selon les responsables de la police de Paris, la foule a été dispersée parce que certaines personnes ne portaient pas de masque ou ne respectaient pas les règles de distanciation physique. Plus de 200 personnes ont reçu un avertissement de la police pour ne pas avoir porté de masque. L'incident s'est rendu encore plus bizarre par le fait que les personnes à l'intérieur du bar se comportaient pacifiquement, alors que de véritables émeutes se déroulaient dans le reste de la ville. Selon RT, les rues de la capitale française sont tombées dans le chaos avec de multiples incidents de vandalisme et de pillage. On pourrait penser que maintenir l'ordre public tout en protégeant les personnes et les biens des criminels violents serait une priorité plus importante que de s'assurer que les gens dans un bar se tiennent suffisamment éloignés les uns des autres, mais l'ère de l'hystérie Covid, apparemment pas. J'ai encore un prof qui m'a écrit « Merci beaucoup pour tes informations.
Je ne suis dans aucun réseau, suis nul avec un ordi, donc je suis un peu seul dans mon coin avec les amis. Par contre, voilà ma proposition. Suite à ma prose ci-jointe, écrite un soir de désespoir, si tu veux la diffuser, de même que mon courrier. Pour que ceux qui t'écoutent l'affichent quelque part, moi sur la voiture, vélo et sur un panneau d'affichage libre dans ville. Comme un lien visuel, on se reconnaîtrait à la place de leur saleté de masque à microbes. Et demander à tes auditeurs comme on partage quelque chose que je ne comprends pas. J'ai fait suite au courrier de la prof cité hier, le 24. Comme des profs de maths, comment des profs de maths qui comprennent bien chiffres et courbes? Comment des profs de philo qui parlent de liberté d'expression en France? Comment des profs de français et leur siècle des Lumières? Comment des profs de sociologie et tous les autres? Comment peuvent-ils aller donner leurs cours à des gueules masquées? Pourquoi ne pas refuser tout simplement d'aller travailler puisqu'ils n'ont plus des humains en face? Parce que c'est notre bouche, notre sourire qui nous différencie des animaux et des robots. Pour faire rapide, mais aussi comment ceux qui auraient appelé les services sociaux s'ils avaient appris que des parents empêchaient leurs enfants de sortir un jour, ceux qui hurlent à la non-socialisation de ceux qui font école à la maison, qui sera sans doute la meilleure solution pour sauver la vie de nos gamins, ceux qui lisent l'histoire et regardent les documentaires sur les camps, peuvent-ils ne pas voir l'incohérence de ce qui est en train d'arriver? Et donc, voilà ce qu'elle met à tous les humains qui ont encore du bon sens, aidons-nous les uns les autres, nos politiques malhonnêtes nous mentent, défendons notre droit de respirer, des médecins honnêtes nous alertent, écoutons-les. On doit rester libre de porter un masque si on est malade, on a peur, on le souhaite. À ce jour, nous obliger tous à porter un masque sans raison, sauf politique, est très dangereux pour notre santé. Moins d'oxygène, plus de microbes, moins d'immunité, plus de maladies. Pour info, la chaleur et le soleil UVB tuent les virus et ils vont tous nous faire crever à petit feu, asphyxier. Réveillons-nous, ils nous mentent. Ne confondrons pas être esclave et être civique. Et j'ai des nouvelles de la Réunion, c'est assez drôle. Et donc, mes enfants sont rentrés à l'école le 17 août, lycée et collège. Je voulais partager avec vous l'expérience qu'a eue ma fille au collège. Elle me raconte sa journée. Sur la moitié de l'heure de maths, ils ont visionné des mini-vidéos où comment se protéger du Covid, donc les fameux gestes barrières, et le cinquième geste des plus importants, le port du masque obligatoire. À la suite de ces visionnages, l'infirmière scolaire prend la parole et leur dit « Vous devez porter le masque, blablabla, sinon la police passe par là et vous avez une amende de 135 € et vos parents ne vont pas être contents. » Question d'une élève pendant l'intervention. Si on ne porte pas le masque lorsqu'on est à ta table et qu'on est près les uns des autres, c'est pas dangereux? Réponse de l'infirmière. Les scientifiques du gouvernement ont déclaré que pendant le temps de repas, il n'y a aucun risque. Alors, écoutez, franchement, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. C'est vrai, à la cantine, il n'y aura aucun risque. Donc les enfants, dans une salle de classe, doivent garder le masque, mais quand ils vont manger à la cantine, évidemment, on mange à la cantine, il n'y a pas de port de masque possible. Et là, on risque rien. Ils vont pas se contaminer. Donc si déjà ils se contaminent dans la cantine, bah, continuons-les à les laisser se contaminer dans la salle de classe. Franchement. Et puis les profs qui ont peur, bah, qui portent un masque, qui portent un masque. Et nous, on est libre, vous êtes libre de porter un masque, il n'y a pas de souci. Portez un masque, une visière au-dessus du masque, vous êtes tranquille. Pas de rassemblement de plus de 10 personnes, mais dans les grandes surfaces, n'y a-t-il pas plus de 10 personnes à faire leurs courses? Ne serait-ce pas juste pour faire avorter toute idée de mouvement populaire? Vous savez, je vous en parle souvent que le 29 août, il y a une manifestation monstre à Berlin, mais là, je viens d'avoir la news. Je me permets de vous contacter afin de vous demander votre aide. Pourriez-vous parler, s'il vous plaît, de la manifestation pour la protection de nos droits et libertés contre le port du masque obligatoire, contre les violences sanitaires pour l'avenir de nos enfants, qui se tiendra à Paris, place de la Nation, le samedi 29 août à 13 h. Elle devait se tenir place de la République, mais nous avons eu un refus de dernière minute par la préfecture de police. Les organisateurs de cet événement déclarés en préfecture font partie du groupe Facebook Nous sommes la deuxième vague. Ce groupe permet de rassembler les gens entre eux selon leur lieu d'habitation partout en France. Voici le lien de l'événement que je vous mets dans le descriptif toujours de l'émission. Et à Annecy, il y aura aussi le 29 août, 14h30 à Annecy, grand rassemblement régional festif, pacifique et solidaire, et solidaire pour nos libertés. Et là aussi, je vous mets le lien pour ceux qui sont à Annecy et qui veulent y aller. Voilà. Donc le 29 août, c'est prévu quand même dans beaucoup de villes en Europe, et ça c'est bien. Je vous mets aussi une pétition, virer du conseil scientifique les membres sponsorisés par des labos. Il serait temps, il serait temps. Comment on peut continuer à avoir des conseils scientifiques
qui n'ont de scientifiques que le nom, parce qu'ils n'ont presque jamais, pour beaucoup d'entre eux, jamais vu un malade, mais en plus, ils sont payés par des labos. C'est un truc de fou. Pendant ce temps-là, la République irréprochable de Emmanuel Macron, une enquête qui aurait pu exposer politiquement Jean Castex levé lors de son arrivée au gouvernement, s'est révélé par Mediapart, et donc l'abandon des investigations a été brutal et inexpliqué. Moi j'y connais rien, mais il faudra m'expliquer pourquoi ce gars-là arrive Premier ministre et l'enquête est arrêtée brutalement. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Quant à la deuxième vague, ben, elle est déjà là, la deuxième vague, mais hélas, pas en Europe. Déjà, elle est partout dans les pays du tiers-monde. Une famine aux proportions bibliques, l'ONU alerte sur les conséquences du Covid-19, perte de denrées, de moyens logistiques. Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial demande une aide de 4,9 milliards de dollars pour lutter contre l'aggravation annoncée de la famine dans le monde. En cause, le Covid-19. Beaucoup de personnes vont mourir et des enfants vont souffrir des conséquences de la malnutrition. Ça, je vous en avais déjà parlé, mais apparemment tout le monde s'en fout. Le Maire, lui, notre ministre de l'économie, urgence économique et urgence sanitaire au même niveau. Et oui, parce qu'il va y avoir une vague de fermeture d'entreprises à partir du mois de septembre. Pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous en avez parlé dans la presse, mais Donald Trump a fait jouer une clause qu'il appelle une clause des nations favorisées contre Big Pharma, qu'il a signée la semaine dernière, qui signifie que les États-Unis obtiennent un prix sur les médicaments d'ordonnance qui correspond au prix du pays qui paie le prix le plus bas du monde, 50, 60, peut-être 70% de réduction. Aucun autre président a fait cela. Oui, parce que vous savez qu'en fonction du pays, un médicament va le vendre 4 000, on va le vendre 60 000 $, surtout les médicaments qui coûtent cher. Le Remdesivir, dans certains pays, je l'ai vu à 2 000, à d'autres 3 000 $, à d'autres 4 000 $. Voilà. Donc lui, il a dit stop. Contre Big Pharma, il va pas se faire beaucoup d'amis, il va falloir vraiment qu'il soit protégé, notre ami Donald Trump, parce que faire ça, c'est quand même assez fort. Donc il faut qu'on lutte absolument pour que ces enfants, nos enfants, ne vont pas à l'école avec le port du masque. Il faut lutter contre les fake news des médias, payés par Bill Gates et compagnie, qui mentent et qui continuent à inviter sur leur plateau des professeurs qui sont eux aussi payés, subventionnés par Big Pharma. Il est temps maintenant que cela cesse. Voilà, je vous dis à demain. Bisous, bye bye.